Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo absolument improvisée en fait. Vous savez qu'à Minpon en physique, on peut avoir aux oraux soit un exercice qu'on prépare pendant 15 minutes et après on le présente et ensuite un exercice en live, soit une question de cours qu'on prépare pendant 15 minutes puis on la présente et ensuite on fait l'exercice en live. Et en fait, je vous dis, si vous n'avez pas vu dans d'autres vidéos où j'explique, notre prof de maths, de physique, pardon, a eu l'idée en fait de nous donner une liste de pas mal de questions de cours qui peuvent tomber, qui sont déjà tombées ou qui vont tomber, je sais pas trop. Et en fait, on en choisissait une et on l'a préparée et on devait la présenter à la classe. C'était voilà, juste pour appréhender et savoir ce que c'est une question de cours. Donc je sais pas du tout si la vidéo sortira, je sais pas du tout quand elle sortira, si elle sort. Donc voilà, c'était juste un premier jet pour voir ce que ça fait de présenter un thème. Et puis voilà, je vous l'explique juste après le générique. Incroyable. Alors, ma question de cours porte sur la dualité onde-particule de la lumière et de la matière, ainsi que la relation de Planck-Einstein et aussi celle de Louis de Broglie. Alors tout d'abord, je vais définir les différents caractères de la lumière, c'est-à-dire le caractère ondulatoire, les ondes, et le caractère corpusculaire, les particules, les photons. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut choisir de faire une approche plutôt qu'une autre. Et enfin, s'il y a coexistence, déjà, juste voir s'il y a coexistence de ces deux approches, à la fois l'approche ondulatoire, mais aussi l'approche corpusculaire, donc des particules. Alors donc la définition ondulatoire de la matière, tout simplement, ça stipulerait que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu environnant. Et cette théorie de la lumière ondulatoire a été fortement approuvée et surtout défendue par l'illustre mathématicien, physicien et astronome de renom, Christian Huygens. Tandis que de l'autre côté, la lumière serait corpusculaire, c'est-à-dire des particules, un flux de particules. Alors cette théorie a été en premier lieu mise en avant au XXe siècle par Max Planck, qui mettrait en œuvre, en fait, qui stipulerait que donc, la lumière est un flux de particules, nommé les photons, qui seraient chacun de masse nulle et de vitesse strictement égale à la vitesse de la lumière. Dans le vide, c'est environ 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette théorie était fortement approuvée et appuyée par le physicien, mathématicien et philosophe Isaac Newton, donc a fait l'apparition lors du XXe siècle, en 1900 pour être plus précis. Alors un photon, puisqu'on parle de photons, aurait, selon cette théorie, une énergie propre, en fait, qu'il aurait, et cette énergie, notée E, vaudrait exactement la constante de Planck, qui vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, fois la fréquence de rayonnement de l'onde, enfin du coup pas de l'onde mais de la lumière, du rayonnement. Et pour donner un ordre de grandeur, pour ce qui est du visible, donc voilà pour des longueurs d'onde, qui fait référence à la fréquence, pour des longueurs d'onde entre 400 et 800 nanomètres, on aurait une énergie de quelques 10 puissance moins 19 joules, c'est-à-dire quelques électronvolts. Alors évidemment on peut voir que ça c'est le cas pour un photon, mais lorsqu'on le sait, voilà, vu que c'est la vitesse de la lumière, forcément dans les expériences plutôt usuelles d'optique, on ne va pas s'intéresser à quelques photons, ou à un photon, ou à un nombre quantifiable exactement de photons, du moins qu'on peut mesurer. On va plutôt s'intéresser à un nombre énorme de photons. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment faire d'approche individuelle pour les expériences d'approche d'optique usuelle, entre guillemets. Et on va étudier le phénomène plutôt ondulatoire, qui prendrait un grand nombre de photons et qui serait tout simplement plus simple pour l'étude. Alors ensuite, du coup, quel choix va-t-on faire, que ce soit l'étude ondulatoire ou l'étude corpusculaire? Alors dans ce cas-là, il faut introduire la relation de De Broglie, qui introduirait donc la longueur d'onde de De Broglie, lambda dB, qui vaudrait la constante de Planck, la même que celle d'au-dessus, sur la quantité de mouvement de la particule ou tout simplement du corps que l'on veut étudier. Je rappelle que la quantité de mouvement pour une particule non relativiste, c'est-à-dire qui a une vitesse clairement négligeable devant celle de la lumière, vaut la masse fois la norme du vecteur vitesse de cette particule-là. Alors pour quelques ordres de grandeur, par exemple, lorsqu'on prend une personne, voilà, un être humain qui marche à travers une porte, en fait, qui marche voilà, à l'ouverture d'une porte à vitesse raisonnable,
La longueur d'onde de De Broglie vaut environ 10 puissance moins 35 mètres, ce qui est totalement négligeable. Du moins, devant la longueur caractéristique de l'expérience. En effet, on va comparer cette longueur d'onde de De Broglie à la distance caractéristique de l'expérience. Par exemple, dans le cas présent, ça va être la porte. La porte environ 1 mètre, 10-35 mètres, c'est clairement négligeable. Donc on va totalement éliminer tout ce qui est phénomène de diffraction. On va totalement les négliger. On ne va pas du tout prendre en compte l'aspect ondulatoire. En revanche, un autre exemple, pour ce qui est par exemple d'un électron qui orbite autour d'un atome d'hydrogène, on note que la longueur d'onde de De Broglie, pour ce mouvement-là, pour cette particule-là, pour cet environnement-là, vaut environ 10 puissance moins 10 mètres. C'est aussi petit, mais comparé à la distance caractéristique, un atome d'hydrogène, la taille d'un atome, c'est environ aussi 10 moins 10 mètres. Donc c'est du même ordre de grandeur. Et lorsque c'est du même ordre de grandeur ou supérieur, en fait la longueur d'onde supérieure ou d'ordre de grandeur à distance caractéristique de l'expérience, alors on va prendre en compte les phénomènes d'ondulatoire, de diffraction, d'interférence, et donc dans ce cas précis, on les prend en compte. Alors ensuite, je vais vous présenter donc à quel moment est-ce qu'on peut avoir déjà coprésence de phénomènes, de ces deux approches, ondulatoires et corpusculaires. Déjà, est-ce qu'on peut avoir la coexistence? Alors déjà, je vais définir que on peut avoir, pour une même expérience, deux approches, mais pas forcément simultanées. En effet, lorsqu'une expérience, la période, le temps caractéristique de l'expérience, c'est-à-dire à peu près le temps de l'expérience que ça prend, lorsqu'il est dit de temps long, c'est-à-dire par exemple, lorsqu'on étudie le déplacement d'un photon, lorsqu'on a le temps d'avoir énormément de photons. Donc clairement, le temps caractéristique de l'expérience, ou du moins du déplacement du photon, est négligeable devant toute l'expérience. Alors dans ce cas-là, on va supposer qu'il y a plein de photons qui sont partis. Et donc on va là, dans ce cas-là, prendre en compte l'aspect ondulatoire et donc la diffraction. En revanche, lorsque l'expérience est dite de temps court, par exemple, on peut isoler certains éléments. Dans le cas même du photon, lorsque le temps est à peu près du ordre de grandeur du déplacement d'un photon, ce qui est relativement compliqué vu qu'il va à la vitesse de la lumière, mais supposons. Alors dans ce cas-là, on va peut-être faire l'approche individuelle du photon et tout simplement voilà, une étude corpusculaire du mouvement et le prendre en compte comme une particule de matière et non pas comme une onde. Alors on peut voir qu'il y a certaines expériences qui ont démontré cela. Lorsque l'on prend en fait une fente, quand je dis voilà, une fente ici, et que l'on fait passer des électrons à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, ouais. Et bien en fait, lorsqu'on a un écran derrière qui va recevoir en fait, qui va afficher, qui va faire un point blanc dès qu'un électron y passe, on voit que lorsqu'on met quelques électrons, donc un par un entre guillemets, et bien on voit quelques points plutôt aléatoires, comme de toute façon tout simplement voilà, le mouvement de particules tout simplement aléatoires, voilà, des particules de la matière. On a cette même représentation. En revanche, donc ça c'est pour les temps courts, lorsqu'on peut les isoler. En revanche, lorsqu'on prend des temps longs, donc on met vraiment un flux de photons, donc même juste une seconde ça suffit parce qu'il y en a eu énormément. Et dans ce cas-là, on voit que tous les petits points mis ensemble, ça fait des sortes de franges d'interférence. Donc ça c'est ce que ça donne lorsqu'il y en a beaucoup. Et on voit que dedans, il y a plein de petits points. Et en fait, c'est plus voilà, des franges qui apparaissent plus fréquemment. Donc c'est pour ça que c'est une sorte... voilà, c'est un peu des statistiques qu'on fait voilà, au temps long, tandis que c'est des expériences un peu aléatoires, ce qu'on fait au temps court. Ensuite, je vais tout simplement définir ce que c'est un objet quantique. Ce qu'on étudie lors d'une approche quantique, c'est noter un quanton, enfin non, un quanta, donc au pluriel des quantons. Et en fait, ces quantons ne seront jamais vraiment des particules, ou jamais vraiment des ondes. En fait, c'est à peu près les deux. Ça dépend. Ça dépend de comment on l'étudie. En effet, lorsque les quantons, lors d'une expérience, ont différents chemins pour atteindre le détecteur, on va supposer que ces chemins sont indiscernables. Et dans ce cas-là, on ne peut pas prédire vraiment où ils vont aller. C'est plus une étude statistique, probabilistique qu'on va faire. Pour vraiment, quand il y en a plusieurs, voilà, des quantons, vraiment une approche quantique. Donc lorsqu'on néglige pas les aspects quantiques, donc c'est-à-dire lorsqu'on se met au temps long, voilà, tout ce qui est particulier des ondes. Et aussi, il y a le principe de complémentarité qui a été amené par Niels Bohr en 1927, qui stipule qu'on ne peut absolument jamais voir à la fois le caractère ondulatoire, mais aussi le caractère corpusculaire d'une onde. Absolument jamais. On ne peut pas voir les deux phénomènes en même temps.
Donc en fait, ça dépend vraiment de l'observateur, de ce qu'on veut voir. Si on veut voir quelques éléments, on va voir que ça met des petits points. Si on veut en voir beaucoup, on va voir des franges. Mais jamais on pourra voir les deux en même temps. Et donc c'est le principe de complémentarité amené par Niels Bohr en 1927. Et donc pour conclure, je pense que voilà, avec cette histoire de nombre d'électrons qui change un peu les résultats, de temps, de probabilité un peu, d'expérience un peu aléatoire, je pense qu'on peut clairement conclure que la physique quantique est tout simplement de nature probabiliste.